Dans ce vidéo du chapitre 26 de mes notes de cours, on va résoudre une première situation de la section 1.2 de Séguin sur la loi de Coulomb. La situation 1 qui s'intitule « La superposition des forces en une dimension » et dont on peut prendre connaissance à la page 23 de Séguin. Après une première lecture, on s'aperçoit que c'est un problème typique de superposition de forces électriques, un système de particules. On me donne trois particules, des positions, les charges de ces particules-là, puis on me demande quelle est la force électrique. Bon, quand j'ai une liste comme ça de plusieurs particules, souvent ce que je vais faire pour lister mes données, au lieu d'y aller une après l'autre, je vais les présenter sous forme de tableau. Ça m'évite de répéter plusieurs fois toujours la même information que, exemple, la position X de telle particule, la position Y de telle particule, la position Z de telle particule est égale à, ça fait déjà 3 lignes. Alors quand on les met sous forme d'un tableau comme ça va plus rapidement. Fait que j'ai quand même le nom de mes variables, la position en termes de X, la charge et la force électrique, les unités habituellement qu'on mettait à le dernier terme de mon égal, donc ça se mesure en mètres, en micro-coulomb ou en coulomb, et ça en newton. Je me mets un premier terme pour montrer que ici j'avais trois particules que j'appelle A, B et C, c'est mon indice, donc il existe XA, XB, XC, QIA, pas QI, mais QA, QB, QC, puis FEA, FEB, FEC. Et là, je transcris les valeurs qui m'étaient données. Donc, la première particule, on me disait qu'elle était à l'origine, avec une charge de 0,2 microcoulomb. Et je vais chercher la force électrique qui existe sur cette particule-là. Que la particule B était à la position X est égale à 2 mètres, avec une charge de moins 0,1 coulomb. Et je vais chercher la charge électrique sur cette particule-là. Et finalement, j'avais une particule en position 5 mètres qui possédait une charge de 0,5 microcoulomb et dont on veut également connaître la force électrique qui existe sur cette particule-là. Le dessin représentant cette situation-là, je vais dessiner mes particules, souvent, mais je ne dirais pas que c'est un élément que je vais nécessairement corriger à l'examen. Je vais même plutôt me dire que je ne le corrigerai pas, mais ça reste que ça nous aide des fois à mieux cerner quelle particule va avoir plus d'influence en mettant une grosseur qui est proportionnelle à l'importance de la charge. Mais ce n'est pas obligatoire. Fait qu'ici, j'avais mis une particule représentant le 0,2 positive, moins 0,1, donc elle négative, mais plus petite, puis celle-ci, toute proportion gardée, 5 fois plus grosse qu'elle, positive. Donc elle va avoir beaucoup d'influence alentour d'elle, parce que sa charge est plus grande. On me donnait les positions en termes d'un système de coordonnées selon X. C'est pour ça que j'ai illustré mon système de coordonnées. Ça montre que la première, justement, l'origine 0, et L2, et la prochaine, la 5. Mes particules, je les identifie ici, QA, QB, QC. Et les forces électriques, je pourrais toujours les mettre là-dessus, mais il existe deux forces électriques sur chacune des particules. Exemple, sur la particule A, il y a QB qui va l'attirer, QC qui va la repousser, puis je vais faire ça commencerait des fois à faire beaucoup de force sur le même dessin. Fait que dans ce cas particulier ici, j'ai redessiné, exemple, une particule toute seule, la QA, et j'ai dessiné quelle force qui existe dessus. Ben, la QC va la repousser, puis QB va l'attirer. Lequel de ces deux forces-là est plus grande, ça va dépendre des valeurs respectives là, de distance et de charge. On peut penser qu'elle est tellement grosse que c'est elle qui va gagner, donc j'aurais pu dessiner une répulsion plus grande que l'attraction. Mais je sais que la distance joue un rôle plus important des fois, donc j'avais dessiné l'attraction, donc de B sur A, plus grande que la répulsion de C sur A. Évidemment, ces deux choses-là agissent en même temps, puis on a une force résultante, dépendant de lequel que tu as dessiné plus grande. On a une force résultante. J'ai fait gagner celle-ci que j'avais dessinée plus grande, donc ma force résultante, FEA, va avoir ce sens-là. Donc, ce que j'ai dessiné présentement me permet déjà de résoudre mon premier point d'interrogation. Je cherche FEA, je cherche la valeur de ce vecteur-là. Je pourrais déjà écrire que par analyse de la situation, puis vous voyez, je le mets en rouge différent, là, donc ce n'est pas le début de ma solution officiellement. Je pourrais déjà écrire que la longueur de ce vecteur-là, c'est la longueur de lui, son module donc, moins la longueur de lui, son module, parce qu'ils ont une contribution là, qui s'oppose l'un vers l'autre, puis c'est la première qui gagne.
Donc, je ne pourrais pas mettre mal à quelqu'un qui m'a écrit ça en examen, puis après ça, bien évidemment, il va se mettre à calculer individuellement chacune des forces électriques. Mais si jamais c'est celle-ci qui gagnait, puis qu'elle était plus petite, là, il aurait fallu dessiner FEA de l'autre côté, puis il faut changer ce qu'on vient d'écrire, parce que maintenant, ça va être FEC sur A moins. Fait que chaque fois, il faudrait que je change en fonction de ce que j'ai observé. Fait que moi, j'ai préféré faire une solution qui était plus générale et de dire que mon module, ce que je cherche, ça va être la valeur absolue de ma composante selon X. Okay? Encore une fois, ici, il n'y aurait pas eu d'erreur si on n'aurait pas mis les valeurs absolues parce que le FEA est vers l'avant. Mais si j'envoie le FEA vers l'arrière, je me mets dans la situation de tout à l'heure, ben ce que je viens d'écrire n'est plus vrai s'il n'y a pas les valeurs absolues. Si il y a les valeurs absolues, ça demeure vrai, mais si jamais j'enlève les valeurs absolues et le vecteur vers l'arrière, ben, j'ai écrit quelque chose qui n'est pas conforme. Donc, on va le laisser comme ça. Et en travaillant comme ça me permet d'avoir une solution qui s'applique justement à toutes les situations possibles, que le vecteur soit vers l'avant ou vers l'arrière. Évidemment, il faut que je calcule FEA X. Donc, c'est le principe de superposition. Ou si je ne le sais pas, je vais aller voir, parce qu'on a deux forces. Donc, ma force électrique, c'est une superposition de deux forces. Dans le chapitre 26, on nous explique qu'il existe un principe qu'on va utiliser beaucoup en électricité, le principe de superposition des forces. Pour le chapitre 26, cette superposition-là apparaît à peu près dans le milieu de la deuxième page. Donc, la force électrique résultante, je peux l'écrire comme ça ou comme à la fin, sur une particule, c'est la somme de toutes les contributions d'autres particules sur cette dernière. Évidemment, on ne peut jamais faire d'algèbre vectorielle directement avec la forme vectorielle des équations. Quand on veut faire de l'algèbre sur des vecteurs, il faut les décomposer. Donc, dans ce cas-ci, j'ai juste une composante, j'ai un problème à une dimension selon X. Donc, mon principe de superposition, il faut que j'utilise la deuxième ligne qui est ici, selon X. C'est ce que j'ai ramené ici, de dire je vais calculer ma composante selon X, je vais appliquer le principe de superposition tel qu'il apparaît là, dans la feuille des résumés. C'est pour ça qu'en bout de ligne, c'est le module qui m'intéresse. Ce calcul-là, à la fin, je vais prendre la valeur absolue, puis ça me donne la réponse, que je sois vers l'avant ou vers l'arrière. Je vais appliquer ce principe de superposition-là. FEB B sur A est vers l'avant, selon mon analyse. Donc, j'enlève le petit x, puis j'écris que ça va être un plus. Le plus est répété, puis j'analyse ma deuxième force qui est vers l'arrière. Donc, je vais enlever le petit x qui est ici. Je veux faire justement l'analyse de la composante selon x. Ça veut dire que ça va être une valeur négative. Donc, j'avais une première équation avec deux inconnus dedans. Maintenant, j'ai une deuxième équation, mais j'ai rajouté deux inconnus qui sont des forces électriques et qui existent la loi de Coulomb. Donc, on pourrait sauter dans le résumé. On a déjà été à quelques reprises dans le résumé. Quand je veux calculer des forces électriques, j'utilise la loi de Coulomb. Donc, je la réécris telle qu'elle apparaît dans le résumé. Je l'applique dans un premier temps pour ma première force B sur A. Donc, FE B sur A, ça va être K. Les deux particules impliquées, QA, QB, et la distance entre les deux particules, RAB au carré. Évidemment, il faut que j'analyse la distance RAB au carré, mais c'est la distance que j'ai ici entre les deux particules, et elle se trouve à partir des x. Si ça vaut x0 puis ça vaut x2, l'équivalent, dans le fond, c'est 2 moins 0. Donc, quand je mets des valeurs là-dessus, le K est connu, les valeurs de charge sont connues. Des fois, je triche un peu, d'écrire moins 2 fois 10 à la moins 6, j'écris juste le symbole micro. Pour moi, ça veut dire fois 10 à la moins 6. Donc, c'est un petit raccourci que je me permets, divisé par RAB au carré. Troisième équation. Et ça rajoute une nouvelle inconnue qui est le RAB. Mais déjà, en haut, je vous montrais qu'il y a une façon de calculer le RAB, que c'est, dans le fond, l'équivalent de faire 2 moins 0. Donc, ça, c'est par analyse de la situation que j'ai été voir en haut tout à l'heure avec vous. Je m'aperçois qu'au niveau chiffre, je vais faire 2 moins 0. C'est sûr qu'intuitivement, c'est des chiffres tellement simples, quelqu'un pourrait dire déjà que la distance, c'était 2 entre les particules. Donc, ça, c'est une quatrième équation. Et il n'y a pas de nouvelle inconnue. Je suis resté à 5 inconnus. Donc, il me manque encore quelque chose, mais c'est parce que
je n'ai pas encore analysé la force électrique de la deuxième particule. Donc, pour la deuxième particule, je vais appliquer aussi la loi de Coulomb. Donc, ça va être K. Cette fois-là, c'est entre C et A qui est l'interaction électrique. Donc, QA, QC, divisé par la distance entre les deux. Encore une fois, analyse la situation concernant la distance. Donc, c'est la distance entre ces deux particules-là que j'ai illustré. On va en décacher qu'une à la fois, que j'ai illustré ici. Et encore une fois, c'est sûr que la réponse, c'est 5 là, quand on regarde les choses, mais si on veut le documenter physiquement avec des formules. Ici, ça, c'était un coup que je mets mes chiffres, évidemment, parce qu'habituellement, il y a toujours l'étape de mettre nos chiffres. Donc, la constante, des chiffres, puis une équation de plus. L'analyse de la situation, c'est XC moins XA, c'est le 5 moins 0. Puis déjà, intuitivement, on pourrait avoir une réponse tellement que les chiffres sont simples. Mais je suis rendu à 6 équations, 6 inconnues. Théoriquement, le problème est fini. Je m'en vais dans la calculatrice scientifique et j'obtiens ma réponse finale pour la FEA. Donc, dans la calculatrice scientifique, je programme les équations telles qu'elles apparaissent en vert. Donc, ici, on le voit, l'essai que j'ai fait avec la calculatrice et on peut consulter le résultat qui a été retranscrit ici. Ou encore, on fait le traitement à la page suivante des notes de cours, vous avez le traitement mathématique complet. Je reviens à la page précédente juste pour dire, évidemment, je serais parti avec ça au départ, mais ça m'aurait fait une ou deux équations de moins, puisque j'aurais sauté directement ici. Sauf que, comme j'expliquais, c'est un cas qui est moins général, alors que quand je passe par ces deux concepts-là de physique, j'ai un cas beaucoup plus général.